Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant 1 heure, bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est 1 heure de direct et on retrouvera notre invité politique à 8 heures, c'est aujourd'hui François Calfon, membre de la campagne de Benoît Hamon qui sera débriefé par nos éditorialistes Denis Jeanbart et Yves Tréhard. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale, puis vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique des matinales d'info. Dans un instant, le JT des territoires. Alors que la période officielle de recueil des 500 signatures d'élus nécessaires au dépôt de candidature à l'élection présidentielle a débuté le 25 février, de nombreux maires rechignent à parrainer les élus. C'est le cas notamment dans les petites communes où ils ne veulent pas se voir attribuer des étiquettes politiques. Illustration en Vendée avec Pierre Dalicieux pour TV Vendée. Donc là, vous avez Monsieur Fillon, vous aviez Monsieur Hamon, vous avez Macron, enfin voilà, vous avez... je les stocke en fait, entre guillemets, je les archive pour le moment, donc en fait ici. Mais elles resteront là. Mais elles resteront là. Des demandes de parrainage de différents candidats, le maire de la Châtaigneraie en reçoit par courrier, par mail, tous les jours. Des sollicitations qui ne dérangent pas ce maire sans étiquette, mais qui n'aboutiront pas. Je ne me sens pas plus légitime qu'un autre de pouvoir choisir un candidat. C'est pourquoi, moi, personnellement, je suis sans étiquette. Pourquoi je soutiendrai un par rapport aux autres? J'étudie et j'analyse beaucoup de choses par rapport à ça, mais je ne suis pas là pour choisir précisément. Voilà, c'est les concitoyens, la population qui fera ça. Personnellement, je trouve que ce n'est pas à nous, aujourd'hui, de faire ça, même si j'échange et même si j'ai des idées également. Le climat actuel de la campagne présidentielle n'est pas pour rien non plus dans ce choix de ne pas s'afficher avec une couleur d'un parti. Ne pas s'afficher, c'est aussi la décision de ce maire d'une petite commune du sud Vendée, Vouvant. Là aussi, pas de parrainage de candidats prévu. La raison est simple. Pour cet élu, c'est le travail de terrain et la vie de la commune qui passe avant tout. Et donc avant les convictions d'un seul homme. Ce n'est pas notre sujet, là. Les élections présidentielles n'ont rien à voir avec le développement, la vie dans notre village. Je fais appel autant des hommes politiques que de droite que de gauche pour mettre en place mes projets importants, notamment la rénovation de l'église, qui a été la première église classée monument historique en Vendée. Il y a des travaux énormes à faire. J'ai besoin de l'aide de tout le monde. C'est un objectif, je crois, qui est louable pour la vie de la commune et pour ce monument historique. Il n'y a pas de raison de se fermer des portes pour des raisons politiques. À en croire ces deux élus, bon nombre de leurs collègues, maires sans étiquette de petites communes de Vendée, souhaitent faire comme eux, ne pas répondre aux sollicitations des candidats à la présidentielle. Regardons justement une illustration de cette quête de parrainage auprès des maires de petites communes avec le cas concret d'Alexandre Jardin. Cet écrivain renommé qui a créé le mouvement citoyen bleu, blanc, zèbre pour donner la parole aux initiatives dans la ruralité se lance donc dans la campagne des présidentielles. Il était de passage à Saucourt, près de Charmes, dans les Vosges. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions l'a rencontré. C'est un drôle d'animal politique qui se lance dans la campagne des présidentielles, l'écrivain Alexandre Jardin, qui avait créé le mouvement citoyen bleu-blanc-zèbre. Et c'est aux maires ruraux en priorité qu'ils demandent leur soutien, qui sait leur parrainage, comme lors de cette réunion ce vendredi dans le village de Saucourt près de Charmes. Le candidat propose en effet de faire entendre la voix des territoires, celle dont le système centralisateur n'a que faire selon lui, voix qui sinon à force de ras-le-bol selon l'écrivain pourrait bien profiter aux extrêmes. On est à un moment de bascule où la question des extrêmes se pose de manière très urgente parce que notre système ne marche plus. Et le système centralisé français ne marche plus. Plus personne en France ne croit sérieusement qu'un gouvernement à Paris va régler dans les Vosges les questions de logement, les questions d'emploi, les questions de l'ensemble des questions qui tourmentent le pays. Alexandre Jardin est venu en compagnie de Michel Fournier, président de l'Association des maires ruraux des Vosges, qui apprécie l'écrivain pour sa vision dynamique des campagnes.
Michel Fournier a œuvré pour repeupler son village des Voivres et l'écrivain avait donné à ses initiatives un écho national lors d'une émission sur France 2. Aujourd'hui, le maire est prêt à lui offrir son parrainage. Il y a des messages qu'il faut qu'on fasse passer, démontrer que dans les territoires ruraux, il y a plein de choses qui se passent, qu'on doit l'évoquer, qu'on doit en prendre conscience et qu'en fait, il parle toujours de faiseux. Bon, les bouseux peuvent être aussi de très bons faiseux. Alexandre Jardin est une personnalité VIP littéraire qui connaît bien les arcanes de la vie politique parisienne. Mais dans ces présidentielles, il est un petit candidat, une candidature utopique diront certains. L'utopie véritable, c'est de faire confiance à des modes de raisonnement, à un système vertical qui nous laisse 2300 milliards de dettes. Ça, c'est l'utopie. Faire confiance au territoire, c'est infiniment moins utopique. Et on a derrière nos mouvements à peu près 2,5 millions de gens sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça qu'on est en train de structurer, mais il faut pour ça que les maires viennent pour que ma candidature monte et représente une telle menace pour le système que la question des territoires va devenir centrale. Alexandre Jardin va continuer à rechercher des parrainages et aux élus, il propose de faire campagne à ses côtés, pourquoi pas en les invitant à parler avec lui dans les émissions de radio et de télévision. Le président du Sénat, Gérard Larcher, était en déplacement en Moselle hier. Au programme, visite du salon Sécu-Vipol consacré à l'armement des communes. Rencontre avec des membres des comités de quartier de Wappy, mais aussi des maires. L'occasion pour Gérard Larcher de défendre les collectivités dans un contexte toujours plus compliqué pour les petites communes. Jean-François Ambroise pour Mirabel TV. Loin des difficultés de son parti, pas question d'évoquer la campagne de son candidat François Fillon. Gérard Larcher a endossé son costume de président du Sénat. Un Sénat érigé ce matin en rempart des territoires et comme défenseur des communes. Devant 240 maires de Moselle, l'ancien maire de Rambouillet a tenu à écouter et à rassurer sur la fonction de maire. J'ai une formule qui peut choquer, il est à portée d'engueulade. En fait, il est à portée du dialogue avec les citoyens, d'un dialogue qui parfois peut être musclé, mais c'est lui qui, au fond, est l'interlocuteur des citoyens. Et car souvent les citoyens ont le sentiment qu'un président du Sénat, qu'un ministre, c'est lointain. Pour illustrer l'importance de la commune, Gérard Larcher a donc choisi Wappy, une ville entièrement transformée par l'action municipale. Zone de non-droit il y a 16 ans, elle est devenue une vitrine de la sécurité, un policier municipal pour 660 habitants et un symbole du vivre ensemble grâce à la volonté politique. La commune, c'est une petite république. C'est le premier lieu de la vie démocratique. C'est la cellule de base de la République. Et le maire, d'ailleurs, n'est pas que le président élu d'une collectivité, c'est aussi un agent de l'État. Et tout comme l'État, financer la sécurité, c'est justement l'un des enjeux auxquels sont confrontées les petites communes rurales. À Porcelette, 2648 habitants, des dégradations sur les murs de l'école primaire ont contraint les élus à investir dans des caméras de vidéosurveillance. La vidéosurveillance, on va l'installer cette année. Donc on est dans la mouvance pour le faire. C'est 110 000 € pour l'année. Un petit village, donc on espère avoir des subventions à hauteur de 40%, si possible. Des communes qui font également face à la baisse des dotations de l'État et doivent apprendre à fusionner, pas toujours facile pour ces maires. Autant de problématiques abordées et de maires à convaincre pour Gérard Larcher à moins de 6 mois des prochaines élections sénatoriales. L'excellence française dans les territoires maintenant dans ce journal avec l'inauguration du plus grand centre de formation de simulation en santé de l'Hexagone, inauguré par le président de la République François Hollande. Retour sur cette visite dans sa ville natale à François Hollande, Rouen. Un reportage de Clément Royer pour LCN, la chaîne normande. Le 24 février, le président de la République François Hollande s'est rendu en Normandie. Il a effectué une première étape à l'usine Renault de Cléon pour saluer l'usine du futur et l'annonce de recrutement avant de se rendre à Rouen pour inaugurer le Medical Training Center. Cette inauguration d'un centre médical d'apprentissage et d'entraînement au sein du CHU de Rouen donne enfin à voir ce que peut être une voie nouvelle en matière de formation, d'innovation et aussi vient combler un retard. Ce retard que la France avait pris il y a plus de 10 ans en matière de formation. Et aujourd'hui, nous comblons ce retard et notre pays a mis en place des lieux de formation, de perfectionnement pour non seulement les jeunes professionnels,
mais aussi pour les professionnels expérimentés. Dédié à l'apprentissage par simulation de la médecine et des soins, ce centre de formation pluridisciplinaire unique en France a pour ambition de devenir une référence à l'échelle internationale. Il offre déjà la possibilité d'un entraînement accentué à l'aide de simulateurs mécaniques, électroniques très complexes, à plus de 1500 participants, locaux régionaux pour la plupart, mais il a été aussi possible d'organiser déjà 5 séminaires internationaux avec des dizaines de médecins venant de la plupart des pays du monde, y compris des États-Unis, du Japon, d'Europe centrale, etc. Donc on voit tout de même que c'est un point d'attraction très important et c'est un moyen absolument irremplaçable pour mettre en évidence les nouvelles technologies qui ont été développées au CHU de Rouen. Avec le Medical Training Center, le CHU Hôpitaux de Rouen, en partenariat notamment avec l'université et la région Normandie, renforce le potentiel du territoire normand en matière de formation et d'innovation dans le domaine de la santé. Innovation toujours, mais dans les nouvelles technologies maintenant qui sont à l'honneur au Salon de l'Agriculture. Focus sur une ferme digitale qui rassemble une quinzaine de start-up. Elle a été créée il y a un an pour aider les agriculteurs. Explication sur place avec Quentin Calmet pour Public Sénat. C'est la Rolls-Royce des moissonneuses-batteuses, une barre de coupe de 12 mètres de large et 503 chevaux sous le capot. À une vitesse de 5 km/h, elle peut moissonner 6 hectares en 1 heure. Le tout avec une précision de 2 cm grâce au guidage GPS. Ce qui permet déjà de suivre le tracé droit, on va dire, et ça nous permet de faire aussi des cartographies de rendement sur la parcelle, de voir les endroits où c'est moins productif et de là ajuster les apports d'engrais. C'est vraiment une machine qui est connectée. Une machine connectée comme celle-ci, c'est l'une des opportunités offertes par le numérique aux agriculteurs. Une profession qui utilise de plus en plus Internet. Ainsi, 81% d'entre eux s'en servent au quotidien, au moins une fois par jour. Ces startups l'ont bien compris. Depuis 1 an, elles s'associent au sein de la ferme digitale pour développer de nouveaux concepts. On a tous le même objectif au sein de la ferme digitale, c'est vraiment d'aider l'agriculteur dans son quotidien et ou de mettre en relation aussi la population, les citoyens avec le secteur agricole. On a par exemple Nayo Technologies qui développe des robots en fait pour aider à la tâche, des tâches qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée pour l'agriculteur comme le désherbage mécanique. On a des robots qui sont développés en fait pour les accompagner, qui sont complètement autonomes et qui quand ils ont fini de désherber une parcelle, une rangée ou une serre, envoient un texto à l'agriculteur en disant travail fini. Voilà, c'est un gain de temps et aussi un gain physique parce que le désherbage c'est mécaniquement en fait assez compliqué. On peut avoir Winat qui développe des capteurs connectés au sol et qui remontent en fait de la donnée d'hygrométrie, tensiométrie, là c'est un petit peu plus technique, mais en gros c'est une solution d'agronomie de précision mobile et connectée aujourd'hui pour un agriculteur qui est en fait assez nomade. Au nombre de 5 l'an dernier, l'association regroupe désormais 13 startups. Le métier évolue, le paysage agricole évolue et le numérique est vraiment là pour l'aider à simplifier cette mutation d'un métier qui est somme toute très traditionnel et historique. Je pense qu'il faut qu'on l'accompagne. Il faut qu'on l'accompagne et le digital, le numérique, ou même pas forcément le numérique, mais l'innovation en général est là en fait pour aider l'agriculteur dans ce changement. Gestion des parcelles à distance, machines connectées, anticipation des aléas météo ou encore portail collaboratif. Le numérique bouleverse les pratiques des agriculteurs, faisant dire à certains que nous sommes à l'aube d'une 3e révolution agricole. Pas d'Oscar, mais 2 Césars pour Ma vie de courgette de Claude Barras, ce film d'animation franco-suisse entièrement réalisé à Villeurbanne. C'est Léissa Kessy pour Télé Lyon Métropole qui vous en parle. My life as a zucchini. Claude Barras and Max Carter. Certes, Courgette ne rentrera pas de Los Angeles avec une statuette, mais pour se consoler, il aura 2 Césars décrochés vendredi soir. 2 récompenses amplement suffisantes aux yeux de Claire. Cette scénographe a participé à l'élaboration du film d'animation entièrement réalisé dans les studios Pixel de Villeurbanne. Nous, on a commencé il y a 3 ans exactement, en février 2014, la construction des décors en tout cas, et le tournage en juin-juillet. Et c'est loin pour nous, du coup, ça a une répercussion un peu 3 ans plus tard. Et c'est plein d'émotions, on est très très heureux et très fiers, je crois, d'être arrivés à
cette fin d'histoire. Une fin d'histoire, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cela marque la fin d'un long marathon pour Ma vie de courgette, sélectionné dans de nombreux festivals cette année. Une véritable réussite pour un film d'animation français qui laisse forcément rêveur. Un encouragement en tout cas pour beaucoup, alors que se déroule justement en ce moment le festival On Cartoon dans le Grand Lyon, entièrement dédié à ce genre cinématographique. Pour nous, c'était vraiment le film de l'année qui a pas raté et puis c'est un bel exemple des possibilités qu'offre l'animation en fait, qui traite de sujets vraiment très difficiles et puis ça montre vraiment tout ce côté artistique. Ma vie de courgette et bien d'autres films d'animation sont à découvrir dans une trentaine de salles de l'agglomération jusqu'au 5 mars. Voilà, fin de ce journal. Dans un instant, le débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Mais tout de suite, la une de vos journaux ce matin. On commence avec Sud-Ouest et vous savez une actualité territoriale avec aujourd'hui l'inauguration de la LGV. C'est donc la une de Sud-Ouest aujourd'hui. Premier jour pour la LGV, la ligne qui rapprochera encore Bordeaux de Paris est inaugurée aujourd'hui par le président Hollande à Villognon en Charente. Les voyageurs patienteront eux pour l'utiliser jusqu'au 2 juillet prochain. Pour le courrier Picard, à la ferme mais pas au salon, Jean-Luc Mélenchon boude le salon de l'agriculture mais il était hier dans une ferme bio de l'Oise. Pour la Dépêche, la présidentielle vue de l'étranger, États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne, Russie, Algérie, comment ces pays jugent notre campagne électorale. C'est en page 2 de la Dépêche du Midi. Pour le Télégramme, l'échec de la déradicalisation. Pour lutter contre le terrorisme, l'État essaye de déradicaliser les personnes ayant basculé dans le djihadisme en France. Mais de plus en plus de voix s'élèvent contre la méthode mise en œuvre. Des spécialistes estiment même qu'elle est vouée à l'échec, et ce dès le départ. Pour l'Ardennais, les petits hôpitaux veulent survivre. Les hôpitaux de campagne peinent à survivre. Aux rigueurs budgétaires s'ajoute la difficulté de recruter des médecins. C'est un reportage à Vouziers dans l'Ardennais aujourd'hui. Pour Presse Océan, Orvault, pas de traces de sang de Charlotte. 12 jours après la disparition de la famille Troadec, l'enquête se poursuit. Pour l'heure, seul le sang de la jeune fille n'a pas encore été retrouvé au domicile familial. Pour la Provence, lutte contre le sida, un espoir fou. Le biologiste marseillais Loret teste à l'hôpital de la Conception à Marseille un vaccin qui a permis de faire disparaître les cellules infectées du corps d'une dizaine de patients. Une avancée extraordinaire et prometteuse, mais qui reste à confirmer. C'est dans la Provence aujourd'hui, titre important bien sûr. Dans Nord Éclair, avec vos déchets, ils vont faire de la chaleur. Les déchets non recyclables qui sont rejetés par les habitants sont absorbés par un incinérateur qui produit de l'électricité vendue à EDF. En 2020, tout cela, ça pourra fournir du chauffage. Pour Centre Presse, l'agriculture, un atout séduction de l'Aveyron. Et puis pour l'écho de Dordogne, Grande Aquitaine au salon, goûts et couleurs, première région agricole d'Europe, la région Aquitaine expose la diversité de ses produits au salon de l'agriculture. Voilà, comme chaque jour à cette heure-là, nous allons balayer l'actualité territoriale, mais aussi politique, avec nos invités de la presse quotidienne régionale qui sont sur ce plateau ce matin. Nathalie Moret du Progrès, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Hervé Favre de la Voix du Nord, merci d'être avec nous. Et bonjour Denis Jean-Bart, Denis ce matin, bonjour, et de Sud Radio, bonjour, merci d'être avec nous, Denis. À mot hier, François Fillon et Jean-François Copé n'ont pas seulement dégusté du brie ensemble à l'Office du tourisme, ils se sont aussi réconciliés. Et François Fillon a annoncé que s'il était élu président de la République, il mettra en place des polices municipales armées dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Hervé Favre, François Fillon veut-il se donner les moyens de combattre un pays qui connaît une forme de guerre, d'état de guerre civile, comme il le dit ? Oui, alors il a parlé de guerre civile et enfin personnellement dans le papier que je fais ce matin dans La Voix du Nord, je réagis par rapport à cet usage de mots qui me paraît quand même très très outrancier. Et ce qui est frappant, c'est que c'est pas un propos de tribune où on peut se faire effectivement, on peut avoir des excès de langage. Là, c'était un communiqué qui est tombé dimanche soir pour accuser le gouvernement effectivement d'entretenir un climat de quasi-guerre civile. Les mots et les mots de la campagne. Les mots ont un sens et là, on a déjà effectivement, on est dans une situation de tension dans le pays et que c'est peut-être pas la peine d'en rajouter
en parlant de quasi-guerre civile. Il faut savoir ce que c'est qu'une guerre civile. Voilà, c'est un État qui est en face de bandes armées. C'est un conflit armé au sein d'un territoire. On n'en est quand même pas là. Denis Jean-Bart cherche quoi, François Fillon, là, à solidifier son socle et à gagner sur le pourcentage de Marine Le Pen. Je crois qu'il est pris en étau entre, d'un côté, sur son centre, Emmanuel Macron, et puis naturellement Marine Le Pen, et qui durcit le discours. Alors en effet, on peut après juger ces mots excessifs, et ils le sont, même si ce qui s'est passé pour le Front National est assez incroyable. Supposons que ça se soit passé pour un quart d'extrême gauche, le tollé général qu'il y aurait dans le public. Je défends surtout pas le Front National ici, on connaît mes opinions là-dessus, mais quand même c'est quelque chose de très singulier dans notre pays. Je crois qu'il n'y a pas de précédent, ou alors c'est des pratiques qu'on voit dans le football et qu'on condamne tout le temps. Donc, mais en dehors de ça, je suis d'accord, le mot quasi-guerre civile me paraît totalement excessif et déplacé, mais il correspond à une stratégie de Fillon qui voit en effet son capital ne plus progresser, le différentiel se faire entre lui et les deux candidats qui font la course désormais en tête, et qui naturellement va accentuer le trait sur le terrain de la sécurité, de l'ordre et de l'autorité vis-à-vis du Front National, et bien sûr attaquer et tacler Macron sur le thème « c'est l'héritier de François Hollande ». C'est vis-à-vis de l'électorat du Front National, bien parce sûr, que là on voit bien que c'est un appel du pied. Voilà, et puis c'est très sarkozyste. C'est une grosse ficelle. Hein. Oui, mais souvenez-vous, c'est assez sarkozyste finalement. Quand Nicolas Sarkozy était en campagne pour la primaire, quand il a dit tous nos ancêtres sont des Gaulois, quand il a dit la double ration de frites, c'était une façon aussi de faire diversion par rapport à plein de choses. Et là, on voit bien que Fillon, qui est dans les difficultés qu'on connaît, puisqu'il y a une information judiciaire qui vient d'être ouverte, dire comme ça un dimanche soir, on est en état de guerre civile, c'est une façon de faire diversion. Tous les éditorialistes sont là-dessus, mais là-dessus, il a gagné. Hein. On voit bien que effectivement la rencontre entre Nicolas Sarkozy et Fillon produit des effets. Sarkozy avait l'habitude d'employer du rouge qui tâche, comme il disait. Bon, voilà, François Fillon emploie effectivement cette tactique. C'est pas trop lui quand même. C'est pas lui, voilà. C'est pas lui, il donc force ça son se voit. personnage, je pense. Un mot sur la stratégie de campagne et cette réconciliation spectaculaire avec Jean-François Copé, Denis Jean-Bart. La question, c'est au fond, est-ce que les Français peuvent croire à ce type de choses? Ils se sont tellement déchirés. Non, mais ça, c'est le théâtre habituel de la politique. On avait mu Wauquiez, qui est aussi un de ses ennemis, ou en tout cas un de ses adversaires. Est-ce que ça ne participe pas, au fond, à cette défiance de la politique? Si, sans doute, mais vous savez que jouent ces acteurs-là. Ils jouent l'après-défaite de Fillon, en réalité, et chacun joue le bon camarade pour ne pas être attaqué par la suite par les autres partisans des Républicains au moment où chacun va se bagarrer pour la direction du parti. Nathalie. Ils veulent être accusés, ils ne veulent pas être accusés de ne pas avoir fait le job. Donc en même temps, ils le font. Hein. Donc là, effectivement, il y a eu cette visite à Meaux qui était calée depuis longtemps. Vous parliez de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, il a appelé à une grande mobilisation, etc., avec des grands mots comme ça très forts. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Pas grand-chose. Moi, je ne l'ai pas vu animer beaucoup de meetings, je ne l'ai pas vu faire des propositions fortes, je ne l'ai pas vu en appui au quotidien au candidat Fillon. Donc oui. Dire qu'il n'est pas porté par un grand élan après les primaires. Hein. C'est ça. Hervé Favre. Oui, de ce point de vue-là, effectivement, d'un point de vue électoral, le ralliement de Jean-François Copé ne pèse pas beaucoup dans le résultat final pour François Fillon. Comment il peut s'en sortir dans sa campagne, François Fillon, aujourd'hui, Hervé Favre, qui est troisième, je le répète, pratiquement dans toutes les photographies qu'on a, hein, on reste prudent. Oui, on sent bien qu'effectivement, là, il n'y a peut-être pas un décrochage, mais enfin, le ralliement de Bayrou à Macron a quand même encore renforcer la position de Macron et ça devient très compliqué pour François Fillon. Son problème, c'est qu'effectivement, il doit consolider un socle de 18-20% qui est l'électorat effectivement fidèle, qui restera fidèle quoi qu'il arrive, mais il lui faut encore gagner 5-6% pour arriver à se qualifier au deuxième tour. Est-ce qu'il peut le faire sur la thématique de la sécurité, comme il vient d'essayer de le faire ce week-end? J'en suis pas sûr, parce que là, Marine Le Pen a peut-être un gros avantage. Il joue quelque chose d'assez important en fin de semaine, puisque samedi, à Paris, il réunit toute la société civile qui a contribué à construire son programme, avec lequel il l'a construit en collaboration. Et donc, du coup, ça va être... On annonce un discours fondateur. Alors, c'est le 15e discours fondateur, mais quand même, ça devrait être un discours important. Et je pense que dans la séquence, ça sera une semaine après l'ouverture de l'information judiciaire, donc ça sera un petit peu passé. S'il réussit la séquence de samedi au doc d'Aubervilliers, peut-être que ça sera un énième relance de la campagne et qui pourrait peut-être un petit peu... On est toujours sur ces questions de sécurité, d'autorité face
au drame de la droite depuis la progression du Front National. C'est-à-dire que plus ils durcissent le ton, plus au fond, ils légitiment le discours de Marine Le Pen. Alors on va passer à une actualité plus territoriale, Denis Jeanbart. Vous êtes éditorialiste à Nice Matin. Il se trouve que la SNCF est dans le vert. En 2016, elle sera dans le vert grâce à la logistique et à sa filiale Keolis. Et en parallèle à ça, on a appris l'inauguration de la ligne à grande vitesse. On a eu un sujet tout à l'heure dans la revue de presse qui va changer au fond la géographie de notre pays. Alors ça, ce sont de très bonnes nouvelles. Oui, c'est très bonne nouvelle. Alors, si on fait le bilan financier de la SNCF, il faut être un peu plus mesuré parce qu'il y a 50 milliards d'euros de dettes qui ne sont pas comptabilisés d'ailleurs dans la dette de l'État. Et donc ça, c'est un problème massif devant la SNCF et sa gestion dans les années à venir. Mais c'est la première fois qu'ils sont au vert, hein, depuis 2014. Depuis 2014. Parce que vous savez, on avait séparé les activités réseau et les activités transport. Tout ça a été réuni. Enfin bon, c'est assez compliqué à expliquer, mais la dette est là. Mais il faut se réjouir en effet que des efforts de gestion aient été faits et que la SNCF ait réussi en effet à retrouver dans son exploitation un bilan positif. Il faut se réjouir aussi de l'ouverture de cette ligne entre Paris et Bordeaux. On va passer de 3h15 ou 3h30 à 2 heures de transport. C'est Rennes-Paris, 1h25. C'est extrêmement structurant. Ça permet des développements très forts à Bordeaux. Vous connaissez bien cette ville. Tout un quartier est en train de se construire. C'est presque une nouvelle ville qui est en train de naître au sein même de Bordeaux à la suite de la création enfin l'extension de cette ligne rapide. On a vu ça sur le sud-ouest de la France, sur le sud-est. Des villes comme Valence, Montélimar, qui étaient en train de s'endormir, sont redevenus des centres extrêmement actifs. Alors ce qu'il faut souligner, c'est que ce sont des programmes industriels qui remontent aux années 60-70. Le TGV, c'est Pompidou-Giscard, c'est même pas Mitterrand. Et ça pose la question, d'ailleurs, dans cette campagne électorale, très peu posée. Les candidats vont parler de la politique industrielle, de notre politique industrielle. Notre industrie représente à peu près 10-11% du produit intérieur brut. C'était 15-16% autrefois. Et il n'y a pas de fatalité parce qu'on nous dit l'industrie lourde, c'est terminé. Ça n'est pas vrai. Les Anglais étaient tombés à 10%, ils sont remontés à 15%. Et on voit aujourd'hui que le chômage est bas et que leur activité, malgré le Brexit, est importante. L'effet TGV, l'effet structurant du TGV, bon, je peux en témoigner, le TGV Nord a été le deuxième inauguré, et donc ça a changé effectivement la ville, mais ça a aussi un coût que les utilisateurs mesurent tous les jours. L'aller-retour Lille-Paris, c'est de plus de 100 €. Donc vous allez, pour le même prix, vous allez à Madrid avec Ryanair. L'ITGV, par exemple, va être supprimé de la ligne Paris-Bordeaux, Bordeaux-Paris. Ce qu'il faudrait savoir, effectivement, la politique du tout TGV a été remise en cause par ce gouvernement. François Hollande va inaugurer cette nouvelle ligne, mais il n'y en aura plus d'autres. Peut-être il y aura Lyon-Turin, mais qui est aussi remise en cause. Ce serait intéressant de savoir ce qu'en pensent les candidats, comment vont-ils se positionner sur cette question? Sur cette position-là, il y en a une qui est très en pointe et une seule, c'est Marine Le Pen. Et dans tout ce discours, il y a la réindustrialisation de la France qui est très très présente. Et on peut quand même se désoler que les autres candidats abandonnent quand même ce sujet. Denis Jeanbart. Oui, je partage ce point de vue. Ça pose d'ailleurs un problème français de savoir comment se peut rebondir l'industrie française. Vous savez, on a une tradition colbertiste, on n'a jamais eu vraiment de capitalisme français. Je vous renvoie d'ailleurs au dossier du Monde hier soir qui était très intéressant. Il n'y a pas de fonds de pension en France, il n'y a pas beaucoup d'actionnaires. Et donc, l'industrie en France ne s'est jamais développée que sous l'impulsion de l'État. Et cette fonction de l'État, elle a disparu depuis 30 ans puisqu'on a fait le choix des services aux dépens de l'industrie. Or, on se rend compte dans le monde actuel que l'industrie est une nécessité. Parce qu'on parle des robots. Les robots, la France est en retard tout simplement parce qu'elle n'a pas une industrie du robot. Le problème du TGV, c'est qu'à une époque, et moi j'ai connu ça il y a 20 ans, on espérait le vendre dans le monde entier, on en a très peu vendu. Et aujourd'hui, les Chinois fabriquent des TGV, ils n'ont plus besoin de nous. C'est un peu le problème de ces merveilles technologiques françaises qu'on n'arrive pas toujours à exporter. Voilà, alors en fait, je parlais tout à l'heure de la SNCF, de bons résultats. Denis Jeanbart, il y a un chiffre quand même étonnant, c'est les 700 millions d'euros
qu'ont coûté à la SNCF la grève, les attentats et les inondations. C'est un chiffre colossal. Non mais ça, on le sait, tout ce qui s'est passé du point de vue du terrorisme dans ce pays a coûté très cher. Ça a coûté très cher à la SNCF, ça a coûté très cher à l'économie française, notamment au tourisme. Tout le tourisme haut de gamme a beaucoup souffert. On sait que Paris a perdu plus d'1 milliard ou 2 milliards d'euros. Et M. Fillon, en parlant de guerre civile, ne va pas arranger les affaires du tourisme français. Voilà, et ça donne des arguments à M. Trump qui fustige un pays dans lequel la sécurité est quand même beaucoup plus grande que la sécurité au quotidien aux États-Unis où des enfants rentrent dans les écoles et font des massacres. Allez, le président de la SNCF, Guillaume Pépi, a parlé d'un vrai changement de la géographie de la France à l'occasion, évidemment, de cette ligne. Voilà, on va vous remercier d'être venu, Denis Jambard, pour Nice Matin. À tout de suite. Oui. Hervé Favre de La Voix du Nord, Nathalie Moret du Progrès de Lyon. On passe à la météo, le temps qu'il fera en France aujourd'hui et dans les départements et les territoires français d'outre-mer. On la regarde ensemble. La météo vous est présentée par Teroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec Teroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, à 8h, notre invité politique, c'est François Calfon, l'ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, qui a rallié Benoît Hamon. Mais tout de suite, le Zap Élysée, le premier zapping politique des matinales d'info qu'on regarde ensemble. On est sur un climat d'affaires, un climat délétère, avec des anathèmes, on fait appel à des réflexes. Il a le droit, comme tout Français, à un avocat. Et encore une fois, Jean-François Fillon a 36 ans de vie politique, il plaide pour lui, c'est-à-dire c'est un homme honnête. Mais il est question d'image également, c'est-à-dire qu'un candidat qui ne pourrait pas se déplacer ou au son des bruits de casseroles, c'est quand même assez désagréable. C'est effectivement désagréable, c'est bien pour ça que je souhaite que ça se passe bien. François Fillon qui a accusé dimanche le gouvernement de laisser se développer dans le pays un climat de quasi-guerre civile, a-t-il dit. Hier, il nous disait coup d'État institutionnel, et demain, il nous dit quoi? Extermination des programmes, holocauste des candidats. J'ai déjà alerté Bernard Cazeneuve plusieurs fois sur la passivité du gouvernement face à ces violences. Employer le terme de quasi-guerre civile quand on est un responsable politique éminent et qu'on sait parfaitement quel est le niveau de mobilisation des forces de sécurité dans notre pays, ça n'est tout simplement pas responsable. Bernard Cazeneuve appelle à la responsabilité. La responsabilité, c'est la sienne. C'est celle de veiller à ce que l'élection présidentielle se déroule dans un climat de sérénité. Que vient faire le Premier ministre dans cette affaire? Premier ministre de M. Hollande. Il surtout la déclaration de François Fillon ce matin. Enfin, il a surtout aussi commenté ce qu'a dit Marie-Noëlle. Et il a dit même pire que cela. Il a dit maintenant, mes derniers mois comme Premier ministre à Matignon, je vais les utiliser à mettre l'État contre Marine Le Pen. L'affaire concernant Marine a 2 ans d'existence. Était-il nécessaire de déclencher les perquisitions alors qu'il y en a déjà eu une, les mises en examen médiatiques en pleine élection présidentielle? Où est, Guillaume, l'urgence? D'autres syndicats sont clairement anti-Front National pour le coup. Ils s'en cachent pas. Normalement, un syndicat, vous savez, n'est pas politisé. Il faudrait peut-être leur rappeler d'ailleurs. Il est là pour défendre et pour porter les revendications de leurs adhérents. Mais ça, c'était avant. Je n'accepterai jamais que l'on puisse mettre en cause les fonctionnaires dans notre République, au prétexte qu'ils appliquent la loi et qu'ils font en sorte que la justice puisse travailler. Il m'a dit qu'il était candidat, je lui ai dit que j'étais candidat, on a parlé ensuite de fond, on a eu un entretien très sérieux. Et lui vous a demandé de vous retirer? Non, il m'a pas demandé de me retirer, ce point-là, c'est... Les deux candidatures se justifient. Thomas, donc bilan à qui la faute? Eh bien, demandez-le aux vaches, pourquoi vous n'avez pas demandé? Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, je voudrais que ce soit clair. Je ne m'exprimerai pas quand vous ne clarifiez rien et ça ne m'intéresse pas. Voilà. Au carnaval de Dunkerque, Ségolène Royal préfère éviter le sujet.
pays. Est-ce que la transgression, c'est aussi de soutenir Emmanuel Macron? Ah non, ça, moi, je mélange pas, là, non. J'entends aussi des agriculteurs qui ne sont pas contents, je les entends derrière, j'écoute, je ne perds rien, à la fois de ce qui peut être positif et de ce que j'entends de négatif. C'est le jour de la présidentielle, malgré tout. On ne mélange pas les sujets. On ne mélange pas les harengs et les sardines. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique aujourd'hui de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, c'est François Calfon. Bonjour François Calfon. Vous étiez directeur de campagne d'Arnaud Montebourg et vous êtes maintenant un soutien de Benoît Hamon. Et pour vous interroger à mes côtés aujourd'hui, Véronique Jacques qui est de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et bonjour Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau. François Calfon, c'est un climat un peu étrange dans cette campagne électorale. François Fillon parle lui d'un climat de guerre civil. Est-il plus violent, ce climat, que dans les précédentes campagnes présidentielles? Non, plus violent, oui, sans doute, comme conséquence, mais il est beaucoup plus déstructuré. Je crois que c'est ça qui caractérise le champ politique. Donc, il y a deux causes. Il y a une cause un peu mondiale, c'est-à-dire finalement autour de l'incapacité des équipes politiques dans les grandes démocraties modernes à relever les défis du quotidien et des attentes populaires. Et je pense bien évidemment à ce qui s'est passé en Grande-Bretagne ou ce qui s'est passé aux États-Unis. Et puis il y a une cause plus franco-française, dont le cœur est finalement deux quinquennats de suite, où il y a une déception populaire très forte, jusqu'à déstructurer un camp politique et une famille politique, ce qui est le cas de la gauche aujourd'hui, avec quand même depuis 30 ans finalement un venin qui infuse, un venin lent qui infuse, qui est celui du Front National, c'est-à-dire cette espèce d'offre dégagiste, pour reprendre le néologisme usité par Jean-Luc Mélenchon, qui finit par finalement rencontrer un terrain tout à fait favorable. Est-ce que vous estimez que la justice et ce qu'on appelle les affaires pèsent trop sur cette campagne et que non, vous trouvez pas? Non, parce que en ce qui concerne, si on prend les deux affaires, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Les deux affaires qui sont très présentes dans cette campagne présidentielle. Est-ce que ça permet d'avoir un climat sain et de parler vraiment des questions qui intéressent les gens? Il n'y a pas deux poids, deux mesures. J'entendais sur une radio ce matin les réactions d'auditeurs. Je peux vous dire que si vous ne payez pas votre tiers provisionnel, si vous êtes flashé, si vous êtes arrêté au feu rouge avec une alcoolémie, vous allez en garde à vue immédiatement. Oui. Mais François Calfon, on est dans un contexte de campagne présidentielle. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une sorte de trêve judiciaire? On l'a vu que dans d'autres campagnes... Je ne comprends même pas que vous puissiez reprendre à votre compte ce type de thèses qui sont évidemment... Non, je vous pose la question. Est-ce que c'est défendable ou pas? Voilà. Absolument pas défendable. Et je vous réponds que c'est absolument pas défendable. Dans les magistrats, on répond. Et ce sont les éléments de langage finalement des entourages des deux personnalités politiques mises en cause. Les deux personnalités politiques mises en cause, lesquelles sont-elles? Madame Le Pen, qui a usé et abusé finalement des largesses du Parlement européen pour faire vivre son parti politique. Mais il y a beaucoup d'autres affaires judiciaires qui concernent le Front National, sur le financement de campagne électorale avec M. Chatillon et Riwal. Et encore, aujourd'hui, la presse ne s'intéresse qu'au volet franco-français. Elle ne s'intéresse pas éventuellement à des financements syriens de cette agence de communication. Donc il y a quand même il n'y a pas de fumée sans feu quand même. En ce qui concerne M. Fillon, que dire sur la véracité finalement de la collaboration de Madame Fillon à sa propre équipe politique? Alors, si on vous entend, tout devrait aller bien pour votre candidat Benoît Hamon. Or, apparemment, si on regarde les sondages, et il faut être prudent, évidemment, la sauce, pardon de cette expression, n'a pas l'air vraiment de prendre beaucoup. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que si vous regardez dans un contexte qui est celui du quinquennat, un quinquennat qui a déstructuré finalement la vie politique et en particulier la gauche, si vous prenez finalement cette gauche qui était frondeuse un petit peu au sens large, elle est à plus de 25%. Le point, c'est qu'elle est portée par deux candidats différents. Mais elle a plus de 25%. Ça a toujours été le cas dans les présidentielles. À 25%, non. Il y a toujours eu un candidat du Parti communiste puissant, autrefois, parce qu'en réalité, si vous prenez l'offre issue de ce que fut la majorité législative ou majorité plurielle de François Hollande en 2012. Je ne dirais pas que tous les gens qui soutiennent M. Macron sont socialistes, mais enfin, il y a une part substantielle. On a un bloc à 25% et un autre bloc à 25%. Ce qui me fascine, je vais vous retourner le point, M. Leclerc, ce qui me fascine, c'est ceux qui représentent l'opposition républicaine sont à 18%.
au terme d'un quinquennat dont, sans langue de bois, je vous dis qu'il n'a pas été fantastique. Donc c'est bien que, finalement, l'opposition ne représente pas, au-delà des affaires judiciaires... Il fait une bonne campagne, Benoît Hamon ? Il fait une bonne campagne ? Je pense qu'il fait une campagne qui est totalement engagée, pour ce qui le concerne, sur les bases politiques qui sont les siennes, mais dans un système de contraintes dont il a hérité, eu égard au fait, ne l'oublions pas, que cette primaire a été positionnée sur le calendrier à un moment donné où la cristallisation s'est déjà faite sur d'autres candidatures. Je pense à celle de M. Mélenchon et à celle de M. Macron. Est-ce qu'il ne souffre pas justement d'un vote utile pour Emmanuel Macron en ce moment, Benoît Hamon ? Il y a beaucoup de socialistes qui se disent on va aller voter Macron. Malgré vos arguments, on voit bien que la campagne ne décolle pas. Est-ce que Benoît Hamon n'a pas quand même passé beaucoup trop de temps à tergiverser, à parlementer avec les Verts, avec M. Jadot qui représente 2%, alors qu'il y a quand même 800 000 personnes qui ont voté Manuel Valls à la primaire. On voit bien pourquoi, au-delà de ces convictions écologistes qui sont réelles, celle de Benoît Hamon, il a discuté d'abord avec M. Jadot, parce qu'il pensait que c'était finalement celui par lequel l'unité de la gauche était possible. Ça a pris du temps. Mais là, il y a l'unité de toute la gauche. Avec en plus les amis de Manuel Valls à faire maintenant. Je pense qu'il est nécessaire, puisque vous posez la question, je vous réponds très directement, que nous passions à un dialogue plus direct avec les Français sur les sujets qui les concernent. Autant le sujet de la primaire sont des sujets plus politiques parce qu'on a un corps électoral beaucoup plus politisé, autant les sujets des Français, et pour moi, c'est la campagne que nous avons menée avec Arnaud Montebourg. Ils sont dans le cœur, finalement, le moteur économique et social de ce qu'est ce pays. Très brièvement, vous venez de prononcer le nom de votre champion aux primaires, Arnaud Montebourg. Il est passé où ? On le voit. Il est conseiller spécial en matière de. On le voit peu, pardon. Oui, mais enfin, vous savez, il y a aussi une manière. Ça n'est plus à usiter. Il y a une forme de pudeur quand finalement vous avez pris votre perte, comme on dit. Il y a un gain parce qu'il a un apport intellectuel, mais aussi nous n'avons pas gagné. Donc il est dans l'ombre. C'est pas tellement son genre. Il avait dit qu'il ferait campagne. Mais il va faire campagne. Il est conseiller spécial sur les finalement relations internationales de Benoît Hamon. Si vous regardez l'organigramme qui a été publié, il figure même en tête de cet organigramme. Donc ne vous inquiétez pas, il fera campagne. Dans un premier temps, il a laissé aussi Benoît Hamon pouvoir déployer sa campagne. C'est François Calfon, l'ancien directeur de campagne justement d'Arnaud Montebourg, dont vous venez de parler. Vous dites qu'il fera campagne d'ailleurs pour Benoît Hamon dans quelques temps. Et vous êtes donc ce soutien de Benoît Hamon aujourd'hui. Est-ce que la dynamique que Macron, elle vous pose un problème ? Est-ce qu'il y a une stratégie pour la contrer ? Écoutez, ce que vous appelez la dynamique Hamon, c'était la place qu'il a prise, qui était préexistante à la primaire, d'une certaine manière, et qui a été finalement grossie. Augmentée. Mais elle est réelle aujourd'hui dans les photographies, dans les sondages. Le point, c'est que si vous regardez la structuration de l'électorat de de Emmanuel Macron, il y a quand même un apport extrêmement important. D'une part de l'électorat de droite, et en plus depuis le retour de M. Bayrou, d'une certaine manière, aux affaires. Mais elle est néanmoins réelle. Comment la contrer ? Suite au Penelope Gate, eh bien, c'est ce que j'ai dit. Je pense qu'il faut parler des sujets qui sont les plus importants, c'est-à-dire le cœur économique et social. Si nous rentrons dans le détail de votre question, finalement, qu'est-ce qui a été sanctionné dans ce quinquennat ? Le déficit social. Le fait que, par exemple, les fonctionnaires aient senti qu'ils n'étaient pas suffisamment défendus par ce pouvoir. Le fait que, pour régler les questions de l'emploi, on s'attaque au statut du travail. Eh bien, je constate que quand vous regardez ce que dit M. Macron, mais ce n'est pas très entendu de sa campagne, il y a un plan d'austérité de 60 milliards d'euros, il y a la suppression de 160 000 fonctionnaires, il y a finalement par un amoindrissement de la fiscalité locale et la suppression d'un certain nombre de collectivités, une mise en cause de l'organisation territoriale des élus locaux, donc toute une série d'éléments qui ont conduit au... Et je pense qu'il faut que nous parlions de ça. Alors, la stratégie, ça va être de pointer sur ces sujets-là. Absolument, il faut parler de ces sujets qui ont conduit au divorce entre une base populaire et François Hollande, parce que d'une certaine manière, dans ce que j'ai entendu du programme économique d'Emmanuel Macron, qui a une certaine habileté politique qu'il faut lui reconnaître, il y a une prolongation des politiques sociales libérales. Ça n'est pas une surprise, puisqu'il en a été l'inspirateur comme secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas finançables pour vous, qui ne sont pas financées dans le programme d'Emmanuel Macron. La taxe d'habitation, par exemple, exonération pour 80% des gens. Il n'a pas présenté un plan de financement finalement tout à fait cohérent, mais on voit bien là où il cherchera
son financement, c'est-à-dire dans le plan d'austérité. C'est-à-dire, on peut expliquer qu'il ne touchera pas aux hôpitaux, mais quand vous faites moins 160 000 fonctionnaires, vous allez toucher un certain nombre de fonctions qui touchent les Français. Alors, on a coutume de dire, si on ne touche pas aux policiers, si on ne touche pas aux infirmières, tout va bien. Oui, mais on touche au bureau de poste. Oui, mais on touche aux structures de l'assurance maladie. Oui, mais on touche à toute une série de services publics qui sont chers, finalement, aux Français. Mais comment vous expliquez cette dynamique quand même? Parce que si on dit Emmanuel Macron est comptable en fait du quinquennat, Emmanuel Macron est dans les sondages, Emmanuel Macron il est à 25. Donc il se passe quelque chose. Emmanuel Macron est le réceptacle de deux choses. Du bilan de ce quinquennat et finalement de l'atomisation de la gauche. Ça, c'est une chose. Il est le réceptacle, presque malgré lui, d'une certaine manière, de la persistance de M. Fillon comme candidat de la droite, avec des problèmes qui choquent les Français. Il n'y a qu'à aller sur le terrain. Est-ce que c'est pas la preuve aussi qu'on peut dépasser le clivage gauche-droite? C'est le grand fantasme. On verra où cela nous conduit. Et puis, poser aussi la question au soutien de M. Macron, avec puisque vous parlez du dépassement, avec quelle majorité parlementaire il compte gouverner. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, François Calfon, un autre argument? Quand on regarde encore une fois les chiffres et les sondages, encore une fois, restons prudents, il ne s'agit que de photographies, je parle du second tour. Emmanuel Macron est le seul qui gagne largement, qui gagnerait largement contre celle que vous dénoncez, Marine Le Pen. Là, quand même. Pour moi, c'est un artefact d'une certaine manière du premier tour. Et tous les candidats, y compris Benoît Hamon, tous. Moins largement. D'accord, mais gagne face à Marine Le Pen, parce qu'il y a quand même une résilience. On a dit aux élections régionales que le Front National allait prendre je ne sais pas combien de régions, on l'a dit aux départementales. En réalité, il y a une résilience électorale et une résistance qui se réduit au fur et à mesure des élections, quand même. Oui, mais enfin, regardez, puisque vous êtes un fin observateur de la vie politique, même dans ce quinquennat-là, avec les difficultés que la majorité a connues, regardez au départemental, souvenez-nous, on nous annonçait une centaine de conseillers départementaux, Front National, et je ne sais plus combien de départements, plusieurs, il n'y a eu aucun département Front National, et les conseillers départementaux Front National ne sont pas en centaines, sont en dizaines comme d'habitude, et sur les régionales, on a eu exactement le même phénomène, et des sondages, parce que, pourquoi je reviens sur ces élections intermédiaires, des sondages qui nous disaient exactement le même péril. Donc je pense qu'il faut relativiser cet argument sur Macron qui serait le sauveur face à Marine Le Pen. Je pense que et la gauche et la droite, placés au second tour, seraient tout à fait en situation de gagner face au Front National. Macron un peu anti-système. Je prends un seul exemple. Vous êtes élu, par exemple, en Ile-de-France. Oui. À Paris, il y avait un candidat socialiste qui avait été désigné, une femme. Eh bien, il faut qu'elle fasse de la place pour Cécile Duflot. Ça, c'est une des conséquences de l'accord. Non, mais juste, on va pas entrer dans le détail. Mais est-ce que justement, c'est cette façon de faire de la politique, est-ce que c'est pas ça aussi Macron, que beaucoup de gens ne veulent plus? Je sais que ça vous déplaît, vous journalistes, mais Macron n'est pas le candidat anti-système, mais le candidat du système. Non, mais quel système? Non, mais on va veut bousculer tout ça. Et je vais vous répondre précisément du système bancaire. C'est le candidat de la banque Rothschild, c'est une réalité, et d'un certain nombre de milieux d'affaires. C'est une réalité, y compris par les soutiens financiers, d'ailleurs qu'il publie la liste de ses soutiens. En ce qui concerne les affaires électorales, pardon, mais la tambouille électorale, parce que c'est ce que vous décrivez, n'est-elle pas en marche entre M. Bayrou et M. Macron, puisque finalement son accord derrière les accents de sincérité béarnaise s'est fait à une sauce béarnaise à quelques dizaines de circonscriptions. Donc, je ne crois pas que la nouvelle politique soit en marche de ce côté-là. Parlons justement de politique, mais en sortant de la tambouille, le RSI, le régime social des indépendants, est condamné par la plupart des candidats à la présidentielle. C'est votre cas. Qu'est-ce que propose Benoît Hamon? Écoutez, le RSI ne fonctionne absolument pas. C'est-à-dire que c'est une machine à tuer de l'emploi, c'est une machine à tuer des micro-entreprises. Donc je pense qu'il faut pouvoir le dépasser, soit en l'intégrant finalement directement au régime de sécurité sociale, soit en réformant profondément son fonctionnement. François Calfon, 54 milliards pour la défense, annonce Donald Trump. Est-ce que c'est inquiétant ou est-ce que c'est bon pour le monde au fond? Franchement, honnêtement, tout ce qui nous vient des États-Unis, moi, vous inquiète? Je pense qu'on n'est pas loin du pire sur un certain nombre de choses que nous voyons. Et par exemple, moi, j'ai un effroi intellectuel en pensant que s'il y avait une attaque que nous connaissons tous sur le territoire européen, terroriste, aux États-Unis, quelle serait la réaction compte tenu du caractère irrationnel de cet homme, de Donald Trump? On se souvient de la réaction de Bush après les attentats du 11 septembre. Il est parti en guerre. Ça m'inquiète énormément. Merci François Calfon. Demain, nous retransmettrons le premier grand discours de Donald Trump devant le Congrès et nous aurons un débat spécial avec
avec des éditorialistes importants qui connaissent bien les États-Unis. Voilà, dans un instant, le débrief de vos propos. Merci d'avoir été notre invité ce matin, François Calfon. Merci. Voilà, François Calfon, l'ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, aujourd'hui soutien de Benoît Hamon, quitte ce plateau. Et j'accueille Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves. Et bonjour Denis Jean-Bart, que je réaccueille, éditorialiste à Nice Matin et à Sud Radio. Merci d'être avec nous. Cyril, bonjour on démarre avec ce débrief de l'actualité et de François Calfon, avec ce climat un peu étrange dans cette campagne. François Fillon parle d'un climat de guerre civile. Et quand on a posé la question à François Calfon de savoir s'il trouvait que c'était le cas dans les campagnes précédentes, bon, il n'a pas eu l'air de trouver que c'était particulier et particulièrement dur, Yves Tréhard. Pourtant, ça l'est réellement. Les campagnes électorales sont dans un climat toujours un peu tendu et tout, mais là, climat de quasi-guerre civile, je trouve que François Fillon, il fait le jeu de Marine Le Pen, d'une certaine façon. C'est pas la peine de tendre à l'excès le climat comme ça. Je pense que, vous voyez, Emmanuel Macron, alors on est pour, on est contre, mais il cherche pas, si vous voulez, à tendre le climat, et c'est lui qui, justement, fait sa route. Donc, ça révèle toujours, quand on est agressif, ça révèle toujours une faiblesse. Hein. C'est un mode d'emploi aussi de Marine Le Pen. Alors, elle qui alterne le chaud et le froid, c'est-à-dire qu'elle veut d'un côté apaiser, mais de l'autre côté, elle aboie beaucoup, et en ce moment, on l'entend beaucoup aboyer contre les fonctionnaires de justice, tout ça, pour les raisons qu'on sait. Et je pense pas que ça soit une bonne technique. Alors, pour le camp Hamon, qui était représenté ce matin par François Calfon, au fond, c'est 2 quinquennats de déception populaire qui font qu'on en est là aujourd'hui. Ça, c'est vrai, ça. Oui, ça, alors je partage tout à fait ce diagnostic. Mais, de François Calfon, c'était oui, François Calfon. Bien sûr. Mais ce n'est pas le quinquennat qui est en cause. Ce sont les hommes qui ont dirigé le pays et qui l'ont mis dans la situation où il se trouve. Et d'ailleurs, on pourrait parler aussi de leurs prédécesseurs, des quinquennats et septennats précédents. Donc, son diagnostic est juste. Et d'ailleurs, il devrait s'interroger sur ce que pourrait être son camp, et d'ailleurs le camp de la droite, si c'est Emmanuel Macron qui emporte la présidentielle. Que restera-t-il de ces 2 grands partis de gouvernement qu'ont été les Républicains, le parti post-gaulliste, disons, et le parti post-mitterrandien? Nous avions un bipartisme qui fondait l'alternance, qui est quand même une clé de la démocratie. Tout ça va s'effondrer et nous aurons un parti central hétéroclite, sans doute flaqué d'une multitude de partis assez faibles avec une poussée des extrêmes. Et à bien des écarts, ça rappelle la 4e République. J'ai lu votre éditorial, votre tribune dans le Figaro ce week-end. Vous y êtes allé fort contre Emmanuel Macron. Mais oui, parce qu'en fait, ce qui est extraordinaire avec Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron promettait, quand il était encore candidat, mais la révolution, c'était le titre de son livre. Il promettait une rupture, il promettait un nouveau modèle économique, un nouveau modèle. Et finalement, si on regarde bien dans le détail, il n'y a rien de tout ça. Les seuls moments où il a été en rupture avec le discours officiel, où il a choqué finalement, c'est quand il a parlé de la colonisation, c'est quand il a dit qu'il n'y avait pas de culture française, c'est quand il a dit qu'il n'y avait pas d'art français. Mais son programme là, son programme économique, qui va peut-être encore affiner parce qu'il doit le présenter en fin de semaine, il est quand même un mélange finalement de ce qu'a été le programme Hollande version 2, c'est-à-dire pacte de compétitivité, politique de l'offre, et de ce que proposait Alain Juppé. C'est je dirais, à l'intermédiaire, donc c'est un programme très doux. On se dit que les objectifs, il n'y en a pas d'ailleurs, puisqu'on ne parle pas d'objectifs, on parle de référentiel, comme le référentiel bondissant quand vous parliez d'un ballon. Donc c'est quand même assez extraordinaire de se dire qu'il promettait vraiment des choses nouvelles et puis que finalement... c'est de l'eau tiède. D'ailleurs, Michel Sapin ne s'y est pas trompé hier. Oui. Je ne sais pas si c'était un croche-pied ou un encouragement. Il a dit que ça lui convenait bien et que ça poursuivait les objectifs que le gouvernement de Manuel Valls, soutenu par François Hollande, avait fixés. Alors, François Calfon, qui était notre invité ce matin, au fond, il a dit que c'était un libéral, Emmanuel Macron. Et il a commencé à pointer probablement ce qui seront les arguments de la campagne Hamon
contre Emmanuel Macron dans les jours qui viennent. Naturellement, enfin, c'est un homme qui est sans doute beaucoup plus libéral que Benoît Hamon. Moi, j'ai encore du mal à le définir. C'est sans doute un social-libéral ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'on verra au fil de la campagne. Mais est-ce que c'est pas ça qui plaît, au fond? Est-ce que c'est pas parce qu'on a du mal à le mettre dans une... Mais ça plaît à 25% des Français. Hein. Oui, mais ça suffit pour passer le premier tour. Oui, ça suffit pour passer le premier tour, mais ça veut dire aussi que si ça ne va pas au-delà, nous aurons un président affaibli. Je pense qu'on va avoir de toute façon, quel que soit le vainqueur, une situation politique très compliquée. Je le regrette. Il vaudrait mieux avoir un président bien élu qui puisse gouverner le pays et prendre les mesures nécessaires, qui ne sont pas nécessairement non plus des mesures terribles. Mais quel que soit le vainqueur, quel que soit le qualifié, la présidence sera extrêmement difficile. Mais pour Benoît Hamon, pour revenir sur lui, eh bien écoutez, il n'a pas d'autre choix maintenant que de taper Macron, parce que s'il veut reconquérir un peu d'électorat socialiste qui est parti sur Macron, il faut qu'il attaque, il faut que la campagne se durcisse. De toute façon, c'est vrai que Macron va rentrer d'une certaine manière dans le dur, parce qu'il va être pris lui aussi en étau entre Hamon et Fillon. Hamon a passé beaucoup de temps, énormément de temps, à essayer de faire l'unité, de chercher, je dirais, de faire bloc, mais sur la gauche du pays. Et en fait, Hamon, il est dans la situation où se trouvait Valls. Il a une droite et une gauche. C'est ça qui est extraordinaire. Et Valls va faire Valls, d'ailleurs, dont on annonce le retour ces jours-ci. Voilà. Et donc, Hamon a surtout travaillé sur sa gauche, son gauche, je dirais, pour essayer d'avoir Jadot, il l'a réussi, pour essayer d'avoir Mélenchon, ce qu'il n'arrivera jamais à faire. Et puis il a délaissé d'une certaine façon la droite socialiste, incarnée par énormément de députés et de sénateurs qui sont pas de droite socialiste, mais qui sont sociodémocrates ou réformistes, disons, et qui sont déboussolés par le discours d'Hamon, qui ne partagent pas ses idées. Beaucoup d'entre elles, en tous les cas, et qui sont plutôt attirées par Macron. Donc, du coup, il a laissé filer, je dirais, un courant important du Parti socialiste, et il se retrouve, aminci considérablement, puisque Hamon, là, contrairement à ce qu'on pensait, il n'arrive pas à passer la vitesse supérieure. Il est très handicapé. Et c'est vrai que ça fait le jeu de Emmanuel Macron. Il n'a personne dans son équipe qui porte cette parole réformiste. D'où l'intérêt du retour de Valls. Je pense que Valls va jouer le même jeu que Copé ou Wauquiez à droite avec Fillon. Il va bien se comporter pour pouvoir, lui, après la défaite d'Hamon, qui me paraît quand même relativement écrite maintenant, prendre le contrôle du PS en disant « Vous n'avez pas voulu de moi, mais regardez où ça nous a mené. Désormais, à moi le parti. Alors c'est intéressant parce que en fait, il s'est fait voler son fonds de commerce par Emmanuel Macron. Mais il le récupérera. Il ne le récupère pas. Il va être obligé de se déporter quand même légèrement sur sa gauche pour essayer, effectivement, gentiment accompagné au casse-pipe Benoît Hamon. Mais ça sera déjà oublié, mais sa campagne avortée sera déjà oubliée, vous pensez, dans l'esprit des socialistes? Oui, vous savez, finalement, les choses passent vite. Manuel Valls est jeune et il a les moyens, je dirais, si Benoît Hamon fait un score qui est décevant pour eux, eh bien, il a les moyens de prendre la suite, quoi. Merci beaucoup. Yves Traire, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, dont on attend le prochain éditorial, le référentiel bondissant, j'ai compris. Voilà, oui. Merci, Denis Jeanbart, de Nice Matin et de Sud Radio. On passe au zapping, le premier zapping politique des matinales d'info. À tout de suite. On est sur un climat d'affaires, un climat délétère, avec des anathèmes, on fait appel à des réflexes. Il a le droit, comme tout Français, à un avocat. Et encore une fois, Jean-François Fillon a 36 ans de vie politique. Il plaide pour lui, c'est-à-dire c'est un homme honnête. Mais il est question d'image également. C'est-à-dire qu'un candidat qui ne pourrait pas se déplacer ou au son des bruits de casseroles, c'est quand même assez désagréable. C'est effectivement désagréable. C'est bien pour ça que je souhaite que ça se passe bien. François Fillon qui a accusé dimanche le gouvernement de laisser se développer dans le pays un climat de quasi-guerre civile, a-t-il dit. Hier, il nous disait coup d'État institutionnel. Et demain, il nous dit quoi? Extermination des programmes.
holocauste des candidats. J'ai déjà alerté Bernard Cazeneuve plusieurs fois sur la passivité du gouvernement face à ces violences. Employer le terme de quasi-guerre civile quand on est un responsable politique éminent et qu'on sait parfaitement quel est le niveau de mobilisation des forces de sécurité dans notre pays, ça n'est tout simplement pas responsable. Bernard Cazeneuve appelle à la responsabilité. La responsabilité, c'est la sienne. C'est celle de veiller à ce que l'élection présidentielle se déroule dans un climat de sérénité. Que vient faire le Premier ministre dans cette affaire? Premier ministre de M. Hollande. Il surtout la déclaration de François Fillon ce matin. Enfin, il a surtout aussi commenté ce qu'a dit Marine Le Pen. Et il a dit même pire que cela. Il a dit maintenant, mes derniers mois comme Premier ministre à Matignon, je vais les utiliser à mettre l'État contre Marine Le Pen. L'affaire concernant Marine a 2 ans d'existence. Était-il nécessaire de déclencher les perquisitions alors qu'elle a déjà eu une, les mises en examen médiatiques en pleine élection présidentielle? Où est, Guillaume, l'urgence? D'autres syndicats sont clairement anti-Front National pour le coup. Ils s'en cachent pas. Normalement, un syndicat, vous savez, n'est pas politisé. Il faudrait peut-être leur rappeler d'ailleurs. Il est là pour défendre et pour porter les revendications de leurs adhérents. Mais ça, c'était avant. Je n'accepterai jamais que l'on puisse mettre en cause les fonctionnaires dans notre République, au prétexte qu'ils appliquent la loi et qu'ils font en sorte que la justice puisse travailler. Il m'a dit qu'il était candidat, je lui ai dit que j'étais candidat, on a parlé ensuite de fond, on a eu un entretien très sérieux. Et lui vous a demandé de vous retirer? Non, il m'a pas demandé de me retirer, ce point-là, c'est... Les deux candidatures se justifient. Thomas, donc bilan à qui la faute? Eh bien, demandez-le aux vaches, pourquoi vous n'avez pas demandé? Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, je voudrais que ce soit clair. Je ne m'exprimerai pas quand vous ne clarifiez rien et ça ne m'intéresse pas. Voilà. Au carnaval de Dunkerque, Ségolène Royal préfère éviter le sujet. Est-ce que la transgression, c'est aussi de soutenir Emmanuel Macron? Ah non, ça, moi, je mélange pas, là, non. J'entends aussi des agriculteurs qui ne sont pas contents, je les entends derrière, j'écoute, je ne perds rien à la fois de ce qui peut être positif et de ce que j'entends de négatif. C'est le jour de la présidentielle, malgré tout. On ne mélange pas les sujets. On ne mélange pas les harengs et les sardines. Voilà, demain matin, Public Sénat retransmettra le premier discours de Donald Trump devant le Congrès, puis nous aurons un décryptage avec des éditorialistes spécialistes des États-Unis. À demain matin, merci à vous et bonne journée. Politique Matin, présenté par Brigitte Boucher, dans un instant. Pourquoi l'anorexie est-elle une maladie qui progresse constamment en France depuis 20 ans? On se pose la question dans Droit de Suite. Pour commencer, un documentaire, Chère anorexie, puis son co-auteur Sylvie Kessman-Zucca, la députée Catherine Lemorton, l'ancienne anorexique Nicole Desportes et la journaliste Hélène Fresnel seront à mes côtés pour s'interroger sur les bonnes méthodes aujourd'hui pour faire face à l'anorexie. Droit de Suite, présenté par Jean-Pierre Grassien. Ce soir à 20h30.